Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Et bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves qui aiment tellement l'école qu'ils y restent le mercredi après-midi. Coucou. Salut. Aujourd'hui, on est le 15 avril, ce même jour, en 1452, naissait Léonard de Vinci. En 1900, commençait l'exposition universelle de Paris et en 2014, la Cour suprême d'Inde reconnaissait l'existence d'un troisième sexe. Mais ces infos-là, nous, on les a pas eues car on était trop occupés à faire quelques bêtises qui nous ont valu 1 heure de colle chacun. Personnellement, je me suis amusé à déplacer le squelette de la salle de sciences et à le mettre en scène dans l'établissement, créant une petite frayeur à certains de mes camarades. Mais c'est c'est fini sympa, Halloween tiens. pourtant. Je me suis dit c'était l'occasion de créer un petit peu de piment dans l'établissement et de surprendre un petit peu mes camarades. C'est rigolo, moi aussi ça s'est passé dans la salle de sciences. Il se trouve que moi en cours d'SVT, c'était la semaine de la dissection. En fait, il fallait qu'on dissèque des souris. Et j'ai essayé d'expliquer à ma professeure que j'étais végétarienne et que du coup je refusais de disséquer une souris. Elle n'a pas apprécié mon caractère très têtu et donc elle m'a mis 1 heure de colle et j'ai dû faire des recherches sur les souris. Du coup. Non, mais faut écouter en cours en même temps. Et c'est moi, il y a un prof qui me disait l'école c'est pas la démocratie. Ah, Ah oui. Moi, c'est d'accord. Après, la souris, elle t'a demandé de la découper, pas de la manger. Oui, certes, mais bon, bref. Bien-être animal, bon. Mais vous savez que moi aussi, comme quoi, ça s'est passé en salle de SVT. Bah, décidément, incroyable. ça n'est pas assez des choses en salle d'SVT cette semaine. Ah ouais. En ce moment, en SVT dans ma classe, on bosse sur la forêt amazonienne. Et moi, je trouvais le cours un petit peu ennuyeux et du coup, j'avais envie de créer un peu une ambiance, vous voyez. Donc, j'ai ramené toutes les plantes qu'il y avait chez moi. Je les ai posées un peu partout dans la salle de classe et j'ai mis l'alarme incendie pour que ça fasse la pluie, pour qu'on soit vraiment dans une ambiance pluie diluvienne, humide, avec toutes les plantes. J'ai essayé, quand la prof est arrivée, de me camoufler, de me planquer dans un coin de la classe derrière des arbres, les petits arbres que j'avais amenés pour me planquer, mais ça n'a vraiment pas marché et du coup, on m'a collé. Alors que tu es si investi, je trouve ça pas juste. J'ai vraiment créé une ambiance immersive pour son cours et je suis même pas récompensée, quoi. Il y a aucun C'est respect sur les propositions des gens. Vous voyez l'escalier qui descend du CDI ? Habituellement, je m'amuse à faire des glissades sur la rampe de cet escalier. Alors je me suis demandé s'il était possible de glisser plus vite en beurrant la rampe pour limiter les frictions. Sauf que la documentaliste a trébuché dans les escaliers cet après-midi, elle a voulu se retenir à la rampe et voilà. Et est-ce qu'elle est descendue plus vite que si tu n'avais pas mis du beurre ? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Vraisemblablement trop vite à son goût. Ah mince. Les amis, vous n'êtes pas sans savoir que les vacances de printemps commencent dans seulement 2 jours. Et oui, ça arrive très très vite. Mais avant d'aller profiter du soleil, on arrête de rigoler et on commence à travailler. Emma, quelles sont donc tes infos du jour ? Je suis allée m'intéresser aux superstitions bizarres qu'il y avait dans certains pays et j'en ai trouvé 2. Je me suis dit, tiens, mais allez, je vais m'intéresser à la culture chinoise que j'avoue, je connais quand même très très peu. Je pense que l'intégralité de ma connaissance se résume à Mulan, ce qui est quand même assez peu scientifique. Et non, blague à part, je me suis intéressée aux superstitions dans ce pays. La première superstition qu'il y a, c'est que tout cadeau qui consisterait à offrir un objet qui marque le temps qui passe, donc c'est-à-dire une pendule ou autre chronomètre, c'est quelque chose de très très mal vu parce que ça revient à souhaiter la mort de la personne à qui on offre le cadeau parce qu'en fait on lui offre de quoi compter les heures qui lui restent avant sa mort. Et en fait ça vient du fait que le mot montre se dit, alors je ne parle pas mandarin mais en tout cas c'est retranscrit zong, peut-être que je le prononce très mal, je suis désolée. Et apparemment la prononciation de ce mot ressemble à la prononciation du mot mort en mandarin. Donc la proximité entre le mot montre et le mot mort fait qu'on a considéré qu'offrir ça portait malheur. Quand je repense Ok. quand je repense à la montre très très chère dont nous avait parlé Pierre-Louis dans une autre émission où on s'est dit ça ferait un beau cadeau, en fait pas en Chine, figure-toi. Non. Et la deuxième superstition qui m'a un peu fait rire aussi, c'est qu'il y a une espèce de
comment dire, de tabou absolu sur le chiffre 5. C'est un chiffre qui est à absolument éviter parce que, encore une fois, la manière dont on prononce le mot 5, ça rappelle le mot mort. Et donc, il y a une croyance comme quoi le chiffre 5 porte malheur. Et en fait, cette croyance, elle est tellement répandue qu'on évite d'avoir le chiffre 5 dans son numéro de téléphone, dans sa plaque d'immatriculation et même dans les numéros d'étage de bâtiments. Donc, il y a des résidences qui sautent ce chiffre et en fait, tu passes de l'étage 4 à l'étage 6 tellement les gens craignent le chiffre 5 et tellement en fait ils n'arrivaient pas à louer les appartements qui étaient à l'étage numéro 5. 5 is the new 13 en fait. C'est ça. Ah ouais. Donc voilà les deux superstitions qui m'ont beaucoup fait rire, mais il y en a peut-être une que j'ai un peu arrangée. Ok. Mhm. Le truc des chiffres. Je vous laisse Je parler sais que d'abord parce que j'ai la réponse. Ah, d'accord. Désolé. Le truc des chiffres un peu maudits, c'est vrai que nous on a plus le 13 en tête, mais il me semble que dans toutes les cultures et dans tous les lieux, c'est pas forcément le même chiffre. Et du coup, que ça soit le chiffre 5, ça m'étonne pas. Mais du coup, j'hésite si c'est pas genre plus 7 ou 9 que 5 en termes de Si chiffres. je puis me permettre, le chiffre 13, c'est à cause de la scène, du repas catholique, etc. Donc dans tous les... Enfin, du repas chrétien, pardon. Du dernier repas de Jésus. Donc en fait, tous les pays qui sont pas de tradition et de confession chrétienne, ils ont pas forcément cette malédiction autour du chiffre 13. C'est dans notre culture et t'as plein d'autres cultures où c'en est d'autres. Et t'as les chiffres portent malheur et t'as les chiffres portent bonheur, hein, en plus de ça. Alors du coup... Et pour le côté montre, c'est vrai que le temps qui passe en histoire de l'art, c'est rapproché de la mort directement. Enfin, quand tu veux symboliser le temps qui passe sur un tableau, tu mets un crâne. Côté feng shui ou côté un peu énergie et tout ça, on te dit que avoir dans ton champ de vision ou ton champ de vie quelque chose qui donne l'heure qui est arrêtée, genre une montre, une horloge arrêtée, on te dit que c'est une énergie de mort en fait, parce que le temps ne passe plus et est figé. Enfin, la pendule, donc dans ma salle de classe, n'a plus de pile depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai une énergie de mort pour mes élèves. Si tu veux qu'il y ait une énergie de vie qui circule avec la joie, il faut remettre des piles. Si tu veux que tes secondes aient un jour le bac, il va falloir changer ça. Tes secondes. Oh, wow, Ah oui, ouais, t'as pareil, pas là, fait je viens de la réaliser. Ah non, Le pas du tout. talent. Ah putain, pourtant c'était bien Le talent, placé. parce qu'en plus, je me disais, mais il sait que je suis en collège, donc il a dû choisir exprès. Alors du coup, vous en pensez quoi, les amis? Est-ce que c'est la montre ou est-ce que c'est le 5 qui porte malheur en Chine? Moi, ma théorie va être de dire que c'est le 5 qui porte malheur parce que, alors ça, c'est une théorie qui est très bancale, hein, mais j'ai un peu cette vision qu'en Chine, c'est très marqué au niveau du travail, au niveau des horaires, au niveau de tout ça. Il y a un rythme qui est assez strict et je me dis de ne pas avoir de montre ou de pas avoir de marqueur de temps, c'est compliqué de garder un rythme strict si t'as pas de marqueur de temps. Donc je pense que les montres n'ont pas ce rapport-là et que le chiffre 5 doit effectivement être un chiffre maudit au niveau des superstitions. Ah ouais, je suis pas partie. Voilà mon argument. Ah, j'étais pas parti aussi loin, moi. Non, Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tisane, Andreas? Il y a de la réflexion, j'aime bien. Et toi, Marion, alors? Bah du coup, il me perturbe un petit peu avec ce qu'il a dit, mais moi je crois que je vais rester sur la montre parce que j'aime beaucoup l'idée de ce que tu as pu raconter comme superstition, le fait d'offrir ça avec le temps qui s'arrête, avec ce symbole-là. Et je trouve ça du coup très poétique, mais tu sais, poète torturé et ce genre de poète maudit un peu. Donc pour le côté poésie, je vais voter sur la montre. Et du coup, Pierre-Louis, comme tu as la réponse, tu veux dire? Bah écoute, moi par élimination, je sais que le chiffre qui porte malheur en Asie, c'est le 4, Oui, pas le 5. exactement. Donc du coup, bah, c'est la montre qui est vraie. Exactement. En fait, j'ai juste... Mais ouais, comme tu l'as remarqué, il n'y a pas de les étages d'immeubles, etc. Et du coup, t'imagines bien que moi qui travaille dans un hôtel, on n'attribue pas de chambre avec 4 dans le numéro de chambre aux clients asiatiques, justement pour éviter ça. Ah ouais, dingue. Ah ouais, ça pousse, pousse vraiment. Ah ouais, dis Ok, parce que moi j'ai trouvé le truc des résidences, donc pour le chiffre 4, hein, donc c'est bien, Pierre-Louis a raison, c'était faux que le chiffre 5 portait malheur, mais c'est véridique pour le chiffre 4. Et j'ai trouvé que dans quelques endroits un peu reculés, on avait des résidences qui passaient du 3 au 5, mais je pensais pas qu'à l'hôtel, genre à l'étranger, enfin, tu vois, je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. En fait, tu as le numéro. Nous, tu vois, dans la logique de nos hôtels, on n'a pas de chambre qui termine par 13. Tu vois, dans mon hôtel, j'ai pas de chambre 213, 313, 413. Ou dans les bâtiments plus grands dans lesquels j'ai bossé, on n'a pas de 13e étage. Donc forcément, nous, les bâtiments sont conçus comme ça parce qu'on est en France. Par contre, quand on a des clients asiatiques, quand on leur attribue la chambre, on évite de leur attribuer une chambre au 4e étage ou qui termine par 0,4. C'est dingue. Justement pour ménager les plus superstitions. craintifs. C'est rigolo. Par contre, dans mon hôtel, fun fact, on a une chambre 666. Incroyable. Ah. Je veux y aller. Oh. Et
Et on a déjà eu des plaintes de clients qui ont pété des câbles au moment de l'arrivée en mode il est hors de question que je dorme dans cette chambre. C'est fou. Ah ouais. Ok, donc ça nous fait 1 point pour Pilou et 1 point pour Marion. Et moi, Ouais. je compte les bulles. Matière suivante. L'autre jour, j'ai accompagné ma sœur faire un don du sang. Et j'ai appris lors de cet événement qu'il existait différents groupes sanguins. Je connaissais les groupes A, B et O, AB aussi ensemble, mais l'infirmière m'a appris qu'il existait un groupe hyper rare, un peu le Pokémon légendaire des groupes sanguins, qui était tenu par environ une cinquantaine de personnes dans le monde, qui s'appelait le sang en or. Ça, c'est la première info que je vous donne. Et la deuxième info, je l'ai découvert en attendant ma sœur dans la salle d'attente. Je lisais les magazines et j'ai vu que un certain Hiromitsu Nakoshi a découvert que le sang de cochon, après quelques modifications en laboratoire, pourrait être compatible avec le sang humain, d'après les résultats de premiers tests en laboratoire justement, et que du coup, d'ici peu de temps, on arriverait à transfuser du sang de cochon aux humains dans le besoin. Voilà mes 2 infos. Évidemment, il y en a une, je peux pas garantir de sa véracité, mais ça sera à vous de la trouver. Mhm. Mais il a quoi de particulier, le sang en or? Ouais. Alors, il est tout le Alors, monde le peut sang en recevoir, or, ou- Ouais, c'est un sang qui est vraiment diffusable, enfin pas diffusable, transfusable à n'importe qui, quoi. Mais ça, c'est déjà le cas du groupe O O négatif. négatif, ouais. C'est vrai que j'ai déjà lu que génétiquement, le porc et l'humain étaient genre très très proches. Mais alors, le sang il y avait Alors pas eu de là un à truc dire avec que des le organes et sang tout pourrait être... transfusé. Il y a déjà des greffes Ouais. qui se font d'organes de cochon sur des Ouais, humains. ça, je savais. Du coup, le sang en or, c'est quoi la différence avec O négatif qui du coup peut donner à tout le monde? En fait, le sang en or, il s'appelle aussi RH nul et il a la particularité de pas d'avoir aucun antigène sur le rhésus, sur les globules Ah, mais rouges. c'est grave Là où possible. hein. le O négatif, il y a quand même des rhésus. Attends, Bon, cheaté il y a 5 minutes, la première fois qu'on t'a posé la Ouais. question, et là t'as l'air vachement plus sûr de toi. Ouais. Est-ce Tu me est-ce que remets tu le peux doute. Tu peux me la refaire, mais genre un peu plus simple parce que j'ai pas tout compris. En gros, dans le sang, alors moi je suis expert en sang, mais Déjà t'y as les 5. le sang, il y a le symbole, j'ai oublié du coup le nom, mais la lettre, Oui. quoi. Et après, tu as le rhésus qui est, Bah, qu'il faut soit... voir ça un peu comme une clé de Oui, compatibilité. c'est soit plus, soit moins. Et voilà. Ouais. Et en gros, il faut qu'il y a à la fois les lettres qui sont importantes et le rhésus. Genre, par exemple, alors là, je vais te dire complètement des bêtises, mais un A positif pourra pas rentrer en contact avec un A négatif, par exemple. Mais le sang en or, il a cette particularité d'avoir aucun rhésus, D'avoir d'avoir le rhésus. aucun antigène. D'accord, Et du ok. coup, il est beaucoup plus simple à administrer parce qu'on n'a pas à se poser la question de savoir si s'il est A positif, A négatif ou quoi. Il est vraiment transfusable à n'importe qui. Mais du coup, D'accord, genre, ok, c'est bon, j'ai si compris. des gens sont dotés du sang en or, est-ce qu'ils sont pas genre hyper... Ils sont pris par les autorités, on pompe leur sang Non, et mais- ils ont plus de vie. Non, mais justement, j'allais dire, est-ce que justement ils sont pas gardés sur une liste, quoi? Et est-ce qu'ils seront pas justement contactés quand il y a vraiment des besoins de greffe de sang, des choses comme ça? Parce que c'est absolument fou d'avoir un sang transfusable. Je pense qu'ils sont identifiés parce que du coup, moi, dans les infos que j'ai regardées, il y avait vraiment moins de 50 personnes même dans le monde qui ont ce sang-là. Après, ça reste sur les personnes qui ont pu être, entre guillemets, Testé, ouais. testées au niveau du sang. Alors, moi, au premier abord, je m'étais dit, il a mytho le sang en or. Mais ton histoire de rhésus et tout, ça me convainc un peu, tu vois. Donc, Ouais, mais est-ce Il a qu'il mis aurait plein de pas termes sorti scientifiques, il s'est bien rattrapé Oui, l'enfoiré. mais le truc du cochon... Ouais, mais est-ce que il balance pas des trucs Merci Google. Parce que non, mais le truc du cochon, on sait quand même depuis un petit moment qu'on peut faire des greffes. Voilà, merci. Mais du coup, est-ce Du que coup, c'est vrai alors qu'on pourrait transfuser le sang de mais cochon. moi, je me dis, est-ce que t'as pas tiré le fil, tu vois? Je sais pas, alors que finalement il m'a l'air tellement... son histoire de sang en or, qu'il y a que 50 personnes qui l'ont et tout, finalement ça me paraît un peu gros pour être inventé. Moi, je pense que je vais voter que le sang en or, il est vrai. Alors Kiromito Nakoshi, je l'ai complètement inventé selon vous. Je suis sûre que oui. Déjà, Hiro Mytho, il y a mytho dans le nom, mec. il y a un mytho dedans. C'est le fils du mensonge. Moi, je vote que le sang en or est vrai. Je te suis sur... je te suis. Le sang en or est vrai, ouais. J'espère que je t'entraîne pas dans Mais ma c'est chute. dur, Pierre. c'est ou bien on plonge ou bien on plonge pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais rester sur le cochon. Vas-y.
Tu restes sur le Je cochon? reste sur le cochon. Ok, la bonne réponse, c'est la première. Donc, c'est effectivement le sang en or. Cool. Qui s'appelle RH nul aussi, en un seul mot. Pourquoi aussi en deux mots, je ne sais pas. Et qui existe. Alors, j'ai trouvé pas mal d'infos sur le fait qu'il existe. Après, dans le détail, sur le fait de comment ça fonctionne et tout, c'est assez flou. Mais c'est un sang, ça fait partie des sangs les plus rares au monde. Putain, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Tout pareil, j'avais aucune idée qu'un machin comme ça existait. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Comme quoi. Et il faut quand même que je vous parle de Hiromito Nakoshi, parce que ce monsieur existe réellement, donc je ne l'ai pas inventé. Donc c'est un scientifique qui travaille sur les transplantations et qui a eu l'autorisation, donc il travaille au Japon, il a eu l'autorisation de pouvoir tester des expériences chimériques. Donc en gros, son objectif avec ces scientifiques, c'est d'essayer de faire pousser des organes humains dans des animaux pour après pouvoir les transplanter dans les humains. Donc après, C'est pas un très, bail technique. hyper sombre dans Full Metal Alchemist, ça? Mais non, mais ça paraît assez dingue. Mais en même temps, il a reçu les autorisations pour pouvoir faire ça, pour essayer de faire des chimères porc-homme, en faisant pousser des organes de homme dans un corps de porc. Et il avait déjà réussi en 2017 à faire grandir un pancréas de souris dans un embryon de rat. Ok, bon après du coup, ouais. Voilà. Je sais pas si je dois être Sur un CV, ça fascinée claque. en Hein. mode waouh ou si je dois être je sais pas comment Ouais, moi je réagir. suis un peu quand même. Ouais. Mais en Après, même ça temps, tu peut vois, ça- salement faire avancer la science quand même. hein, Oui, ce genre oui, de oui, truc. Exactement. Mais à quel prix, tu vois? Enfin, c'est Ah, bah là, on retombe sur tes petites souris à disséquer, quoi. Du coup, on a un point pour Emma, un point pour Pilou. oui. Et là, ça va être l'occasion pour moi d'essayer de reprendre des points. Je te propose, Marion, de nous donner tes informations. C'est l'heure de la matière suivante. Alors, du coup, je vous ai expliqué que j'avais créé une véritable jungle amazonienne dans la salle de classe. Et on m'a donné comme devoir de faire des recherches sur les plantes qui existent dans la forêt amazonienne. J'ai découvert la Bocchilla trifoliolata. C'est une liane caméléon qui est en Amérique du Sud, qui va imiter les plantes sur lesquelles elle grimpe. Ça veut dire qu'elle peut aller jusqu'à changer de forme, de taille, de couleur, d'orientation et même au niveau des nervures de la liane. Et je peux même vous dire que cette liane peut même changer sur une plante en plastique. Mais non. Genre, elle prend l'aspect plastique, quoi. Et je vais vous parler de la deuxième. Alors par contre, celle-là, j'ai un petit peu étiré parce que j'ai tellement aimé le fait de chercher les plantes qui se camouflent que je suis partie en Chine. À chaque fois, on fait la boucle et bouclée Ah ouais, avec nos infos, hein, c'est énorme. Donc, elle s'appelle la Fritillaria delavayi. Je ne sais pas du tout si je prononce bien, je suis désolée pour les puristes. C'est une plante chinoise, une fleur poussant à plus de 3000 mètres d'altitude. Et elle a la particularité de changer de couleur en fonction du lieu où elle se trouve. C'est-à-dire que si elle est plutôt aux alentours de roches et de cailloux, elle va tirer sur les tons gris. Si elle est plutôt vers du bois, des écorces, elle va tirer sur le marron. Et quand elle est au contact d'herbes ou de plantes, elle va plutôt tirer sur le vert. Pour le coup, c'est caméléon. Voilà. Et là, c'est caméléon aussi. Après, j'ai peut-être un peu mélangé ces deux-là. Je sais plus trop. À vous de deviner. Ok. Tellement dur, je n'ai aucune connaissance en fleurs si ça n'est pas une rose rouge. Voilà. Vous avez 100% de mes connaissances. Franchement. Moi, j'ai envie de Et dire la deuxième plante à côté de la première, bon, elle est mignonne, quoi. Tu changes juste de couleur alors que l'autre change carrément de forme, quoi. Pouf. Ouais, mais du coup, Oui, finalement, pour le coup, ça fait plus crédible. La deuxième, fait, en tout cas, ça fait moins incroyable que la première, quoi. Bah, je t'avoue que de changer carrément sa morphologie, enfin, on dit non, pas ça pour une les plante, rainures, tu disais. Les nervures, pardon. Ouais, Oh là là, en fait, Jean-Michel c'est à peu son- près. en fait, c'est son aspect. Oui, mais les rainures, si elle est sur une plante avec des rainures, elle aura des rainures. Hein. Non, mais moi, ce Bon. que je trouve fou, c'est l'histoire de la plante en plastique. Enfin, genre. Ah, c'est quand même assez Mais je dingue. sais pas si ça s'invente, ça. En fait. Mais ouais, en même temps, la plante qui change de couleur, là j'essaie de me mettre dans la tête de la plante, si tu veux, et de me dire, Ok, je suis une plante. je suis une Je suis une plante. fougère. Ok, voilà.
il y a du vent. Non, mais me dire que dans la plante ou dans les animaux, les évolutions existent pour pallier à une survie, en fait, à quelque chose qui une adaptation, surtout une adaptation qui demande de changer de couleur, de changer d'aspect. Ça doit demander de l'énergie à la plante, donc ça doit être vital. Autant je peux voir l'intérêt d'une plante de changer de forme pour se confondre sur une plante, par exemple, vénéneuse pour pas se faire manger par des herbivores, autant de changer de couleur, je vois moins l'aspect, sachant que la couleur verte, il me semble que c'est pour assimiler les énergies... La chlorophylle. La chlorophylle, ouais. Putain, mais t'es hyper scientifique aujourd'hui, là. Ouais, là, je me je fais marcher mal au mon cerveau, mec. Tu donnes tout, là. Non, mais... Il m'a fatigué. Hein. Mais arrête, non, c'est bien les gens qui réfléchissent. Non, carrément. Non, mais ouais, moi, en fait, je suis assez d'accord avec ce que dit Engraisse, dans le sens où je capte le côté, la plante qui va vraiment changer de forme et tout pour se fondre dans son décor et du coup ne pas être mangée. Là où, bah, du coup, elle change de couleur, ok, mais du coup, genre, si elle est à côté d'une roche, l'herbivore, il va voir que c'est pas un caillou, tu vois. Enfin, genre... Bah après, c'est le principe que elle aussi, elle se camoufle pour ne pas être mangée. C'est le même principe. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que le déguisement, il y en a un, il a eu un budget de ouf et l'autre, il a commandé sur Wish, tu vois. Oh, la pauvre Fritillaria dell'Avaï. Ah, je sais pas. Est-ce que t'aurais inventé le truc du plastique quand même? Les gars, aidez-moi, j'ai pas d'idée. Bah, le plastique, moi, c'est ce qui me fait moins croire à la plante. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et je me dis de pouvoir imiter le plastique, je sais pas, ça me... Ça te paraît trop gros? Ça me fait moins croire à la plante. Ouais, je vais rester là-dessus. Moi, je vais dire que c'est la deuxième qui est vraie. Hein. Moi, La Fritillaria dell'Avaï. je pense que J'aime bien le nom. Quoi. je pense qu'elle a inventé la fleur qui change de couleur, la fleur chinoise. Ah, donc toi, t'es la première vraie? Ouais, pour moi, la liane caméléon, hein, c'est vrai. Ah là 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 là. Ah, je sais pas. Bah, je vais m'en tenir à ma scientificologie de comptoir. Bah, je crois pas tant en plastique, mais je crois en cette liane. D'accord, donc c'est très beau. Donc Cette pour phrase Andrea, fait sens. c'est la liane. Pour Emma, c'est la liane aussi. Ouais. Et pour Pilou, c'est la fleur. Ouais, je tente Eh bien- la fleur, moi, du coup. Eh bien, c'est la liane qui est vraie. Donc avec le plastique aussi? Ouais, alors je vais vous expliquer. Franchement, j'ai trouvé ça fascinant d'étudier ces plantes. Donc cette liane, elle a été découverte en 2013, extrêmement tard. Et donc elle a cette capacité à même changer de périmètre, de changer vraiment toute sa disposition. C'est vraiment une liane caméléon, mais littéralement. Métamorphe. Parce que même un seul pied de cette liane peut imiter différentes feuilles si elle est sur deux plantes différentes. C'est un truc de dingue. Elle est, Ok. elle est ouf. Et ils disent que pour se changer, par contre, ça peut prendre entre plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que ça va C'est dépendre. rapide quand même. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça peut être à la fois de la température, le stress, l'environnement, la lumière. Et les scientifiques sont toujours avec une part de mystère parce qu'ils ne comprennent pas comment elle perçoit son environnement. Le côté, elle a pas d'yeux, donc comment elle fait? Est-ce qu'elle perçoit des substances qu'il y a dans l'air? Est-ce qu'elle perçoit, tu vois, ces espèces de phéromones? Mais le fait qu'elle puisse se camoufler avec une plante en plastique montre que non. Oui, parce Elle que perçoit autrement. c'est dingue. Et on ne sait La plante en toujours pas plastique, c'est comment. du plastique, quoi. Exactement. Donc en fait, ça reste encore tout à prouver De comment elle se cette transforme. liane. C'est vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a un monde où elle a été découverte en 2013 parce qu'elle se camouflait trop bien avant, genre? Eh ben peut-être. Moi, je pense que si elle a été découverte c'est super fou. tard, je pense que c'est parce qu'elle était très bien cachée. Putain, c'est ouf. Et la Fritillaria dell'Avaï, je l'ai pris aussi parce que je la trouve fascinante. J'ai bidouillé un petit peu. En fait, elle ne va pas changer en fonction du lieu, mais en fonction de son... Alors, pas en fonction de son environnement, mais en fonction du lieu de récolte de cette fleur. Je vous Lieu de explique. récolte. Ouais, en fait, c'est une fleur qui est... cette plante donne une fleur unique au bout de 5 ans. Ok. Et elle est extrêmement prisée dans la... Alors, ils appellent ça la pharmacopée chinoise. Ouais. Donc, en fait, dans la pharmacie. Parce que c'est extrêmement utile pour lutter contre la toux.
notamment. Et du coup, c'est une denrée extrêmement rare, donc avec un prix de plus en plus élevé. Et du coup, la fleur, pour essayer de survivre et éviter d'être trop récoltée, elle va varier entre le vert, gris et brun en fonction du lieu de récolte. Ce qui fait qu'elle se camoufle et elle échappe à nous les humains parce que à première vue, quand on regarde, on ne la voit pas. Et j'ai regardé des photos, vous pourrez regarder sur internet, c'est bluffant parce que quand elle est entourée de feuilles marron ou d'écorce, vous ne la voyez pas. C'est impressionnant quand même. Ah ouais. Au suivant. Je crois que depuis le temps que je vous parle de ma tata, vous avez compris qu'elle n'avait pas de soucis d'ordre financier. C'est en partie grâce à une gestion comptable rigoureuse, et en partie parce que ses actifs sont regroupés dans 2 principautés européennes bien connues, dont elle me racontait l'histoire de la fondation. Alors, la première de ces principautés, François Grimaldi, dit François le Rusé, s'est déguisé en moine franciscain pour demander l'asile dans la forteresse génoise du Rocher de Monaco en 1297. La nuit tombée, il ouvre la porte à ses soldats, et sa troupe s'empare de la citadelle au nom de son cousin, Régnier, qui devient le tout premier seigneur de Monaco. Alors il y a eu moult péripéties, la place fut perdue puis reprise, mais la même famille règne toujours sur Monaco depuis 729 ans. Ok. Vous trouverez une statue grandeur nature près du palais, de François le Rusé. C'est pas le palais François le Rusé, c'est la statue. La deuxième principauté dont on parle, donc Venceslas de Liechtenstein, dit... À tes souhaits déjà. Ah, le Liechtenstein quand même, vous connaissez. Oui, oui. Ah oui, je- Mais pas avec Venceslas devant, tu vois. C'était déjà, c'est dur à dire Liechtenstein, tu vois, j'en rajoutais pas. Écoute, les prénoms du Saint-Empire romain germanique ne sont pas simples à prononcer, c'est comme ça. Donc, Venceslas le Prudent était pris dans les querelles de succession de sa terre qui était à l'époque encore un duché. Mais plutôt que d'aller se confronter à ses 3 cousins lors de la sanglante guerre civile de 1719, il a préféré rester terré dans son château. Bien lui en a pris, parce que la guerre civile a été sévèrement réprimée par Charles VI de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui fit pendre les 3 cousins. Le côté inoffensif, pour ne pas dire pleutre, de Venceslas a dû le rassurer, et a joué en sa faveur auprès de l'empereur qu'il plaça sous sa protection à la tête du Liechtenstein, devenue une principauté indépendante, sur laquelle la même famille règne toujours depuis 307 ans. Oh, wow. Alors un seul de ces héroïques fondateurs existe vraiment, J'ai tellement mais lequel trop envie que les deux soient vrais. S'agit-il de François le Rusé, François Grimaldi, ou Venceslas de Liechtenstein, dit Venceslas le Prudent? Mais en fait, le truc, c'est que je sais que t'es allé visiter Monaco il y a pas longtemps, donc il y a grave un monde où ce que tu dis sur Monaco c'est vrai, tu vois, et où tu t'es dit Enfin, pas il y a pas Alors, longtemps, la il y a quelques années. La dernière fois que j'ai foutu un pied à Monaco, c'était il y a des années. J'ai dû y mettre un pied en 2023. Ouais, bon. Tu marques un point. C'est pas il y a si longtemps. Après, d'un certain côté, j'habite à 40 Oui, bornes. c'est pour ça. Et du coup, il y a grave un monde où ce que tu dis sur Monaco, c'est vrai, tu vois. Mais en même temps, j'ai trop envie que le mec planqué dans son château, ça soit vrai, genre. Oh, le pleutre, et en plus il s'appelle... Venceslas. Et voilà, Venceslas le prudent. J'adore. Ah, je sais pas. Moi j'aime. Du coup, là, autant sur les autres, j'avais des théories et tout, machin. Là, c'est vraiment. Ça va être à l'instinct, là. Ouais, mon instinct me pousse à dire le premier, tu vois, je sais pas, cette histoire un petit peu de filouterie. J'aime bien. Et j'ai l'impression que dans l'histoire, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à cause de petits moments de filouterie, tu vois. Moi, je pense que je vais partir sur le Liechtensteinien, Jean-Michel le Prudent, parce que j'ai pas son nom à chaque fois. Voilà. Les histoires sont folles. Quand Ah même. ouais, celle-là, je l'adore. Et j'aime trop sur un malentendu et le fait de faire preuve de couardise qu'au final, ça lui est sauvé la peau. Des fois, prudence est mère de sûreté. Donc, je Moi, vais j'ai- voter pour cette personne. J'ai envie de dire comme toi, mais il y a une petite voix qui me demande, où je me demande si, en fait, c'est pas un truc qui a eu lieu ailleurs et que t'as plaqué sur le Liechtenstein, genre. Genre Mais le truc comment du vous mec pouvez savoir pleutre. Mais ouais, mais j'ai quand même envie que, comme toi, je préfère la couardise à la bataille. Donc je vais être, je vais choisir le Liechtenstein pour des raisons de valeur de non-violente. C'est beau. La paix. L'histoire ne s'est pas construite sur la non-violence, malheureusement. Malheureusement. Ça veut dire que tu votes Monaco, toi, Andrea? Moi, je vote Monaco, ouais. Alors avant de vous révéler la réponse, je vous donne une petite anecdote. Ces 2 principautés ont à 1000 près la même population, de 40 000 habitants, D'accord. sauf que le Liechtenstein est 80 fois plus étendu que Monaco. C'est ce que j'allais dire, oui, le Liechtenstein, c'est grand. Voilà. Anecdote inutile s'il en est, mais ça fait... voilà. Mais anecdote toutefois. Et donc, François le Rusé a vraiment existé, et est effectivement considéré comme le fondateur de la principauté de Monaco,
sur laquelle il a régné du coup une journée avant de la prendre au nom de son cousin, Régnier de Monaco, Régnier Ier de Monaco. Et Wenceslas de Liechtenstein, je l'ai full inventé. Oh bah j'adore l'idée. Il y a strictement rien de vrai dans ce bail. La violence, il n'y a que ça de vrai. Ouais. T'es bien un mec, toi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ça aurait dû être un indice. On construit pas une principauté sur de la lâcheté, malheureusement. Ouais, mais on sait jamais, tu sais, il peut y avoir des petits trucs, des petites anecdotes vraiment extrêmement rares, tu sais, qui relèvent de l'extraordinaire. J'aurais voulu. Bon, bah, du coup, t'as gagné, Pilou. Et Andrea, on gagnait, non, on arrive tous à égalité Non. surtout. Non, Que Andreas, moi, j'ai un point. Moi, j'ai 2 points. Moi, j'ai deux presque points. tous à égalité, mais à culpa. Moi, je vous propose qu'on se retrouve dans 2 semaines après les vacances, c'est-à-dire le 6 mai, pour un nouvel épisode des Rendez-vous du fond de la classe. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou même le site gnagnagnaproduction.com dans la rubrique podcast. Et on est aussi sur Instagram d'ailleurs. En attendant, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos. C'est mieux que tomber dans le panneau. Allez, ciao ciao. Salut. Bye. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des Rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.